Moscou, en pleine guerre froide. C'était en 1967, au début de l'ère Brejnev. Le soir du 6 mars, une femme russe se présente à l'ambassade américaine de New Delhi pour demander l'asile politique. Personne ne parlait vraiment russe à l'ambassade. Cette femme disait qu'elle voulait passer à l'Ouest et qu'elle était la fille de Staline. Mais on ne savait pas si c'était vrai. C'était peut-être une imposture. Il s'agit pourtant bien de Svetlana Alilouyeva. Elle vient de s'enfuir de l'URSS accompagnée d'un agent de la CIA. Personne n'a vraiment cru qu'elle était partie de son plein gré. On a pensé que la CIA ou le KGB se cachaient derrière cette histoire. Pour les dirigeants soviétiques, c'est une défaite cuisante dans la guerre de propagande qu'ils mènent contre les États-Unis. Ils étaient prêts à tout pour écarter Svetlana. L'une des possibilités, c'était de la tuer. L'arrivée de la fille de Staline à New York fait sensation. C'était une victoire. Elle venait ici chercher la liberté. Svetlana est surnommée la petite princesse du Kremlin. Comment l'enfant chéri du Tsar rouge est-elle devenue la plus célèbre dissidente de la guerre froide? Elle ne voulait pas vivre dans l'ombre de cette histoire monstrueuse. Joseph Staline, le Tsar rouge. Figure politique majeure de l'histoire contemporaine, il suscite l'admiration, mais encore plus la crainte. Il est le père de 3 enfants, 2 garçons et une fille, Svetlana. Le nom qu'elle portait l'empêchait de vivre. Il la suivait partout. Quand elle allait quelque part, on la montrait du doigt. « Regardez, regardez, c'est elle !» Sur ces photographies, le sanglant dictateur montre un visage humain, celui d'un père fier de sa fille chérie, Svetlana. L'un des personnages de La Mouette de Tchekhov a cette réflexion pleine de sagesse. Sache porter ta croix et la foi. Svetlana portait cette croix. Et c'était très difficile, surtout pour quelqu'un comme elle. C'était une femme très fine, intelligente, subtile, d'une grande profondeur de caractère. Alors c'était d'autant plus lourd pour elle. Staline, au sommet de la gloire, est surnommé le petit père des peuples par ses compatriotes. Le culte de la personnalité dont il fait l'objet ne connaît pas de limite. Staline est un mythe. Il est devenu un mythe depuis longtemps déjà. C'était quelqu'un de dur et même d'assez cruel. Je pense que la vie qui a été la sienne a dans une certaine mesure forgé son caractère. La vie, tout cela, le marxisme, son adhésion au parti, etc., etc., les déportations, les évasions successives, les arrestations, tout cela a influé sur l'évolution de sa personnalité. Joseph Vissarionovitch Djougashvili naît en Géorgie d'un père cordonnier. Dans sa jeunesse, il prend le pseudonyme de Staline, issu d'un mot russe signifiant acier. Il se rapproche peu à peu des cercles révolutionnaires marxistes sans pour autant s'exposer en première ligne. Mais la situation évolue. Vladimir Ilitch Lénine, le chef de la révolution russe, meurt en janvier 1924. Peu avant son décès, il a mis en garde ses compatriotes contre l'ambition démesurée de Staline. Les successeurs potentiels se pressent autour de son cercueil. L'héritage légué par Lénine va faire l'objet d'un combat acharné.
C'était un personnage insignifiant, terne, tellement éclipsé par de grandes figures brillantes et charismatiques comme Lénine, Trotsky, les grands dirigeants de la Révolution. C'était un fonctionnaire rusé mais effacé qui passait inaperçu. Si Staline parvient à s'imposer comme maître absolu du Kremlin, il le doit aussi à la mère de Svetlana, Nadejda Lilouyeva, sa seconde épouse. Secrétaire de Lénine, elle faisait aussi partie de son cercle rapproché. Le fait qu'elle travaillait au secrétariat de Lénine servait les intérêts de Staline. Il était au courant de tout ce qui s'y passait. Nadejda n'a que 16 ans lorsqu'elle s'éprend de Staline, de plus de 20 ans son aîné. C'est un ami de la famille. Il l'aimait. Il avait vraiment confiance en elle. Il lui demandait son avis. Ils ont été pendant un certain temps très proches l'un de l'autre. En 1921, Nadejda donne naissance à leur fils, Vassili. 5 ans plus tard, la petite Svetlana vient agrandir la famille. Dans une interview qu'elle donne aux États-Unis en 1967, Svetlana évoque son enfance. The same person who was merciless to his political enemies, he could be at the same time rather kind and tender with his favorite child. Everything was there. Cruelty was there, and sending fruits and writing tender letters to his daughter was also there. Aux archives centrales de Moscou sont conservées les copies carbone de lettres de Joseph Staline à Svetlana. Elles témoignent d'une relation affectueuse entre père et fille. Cette lettre de 1931 en est un bon exemple. Svetlana, alors âgée de 5 ans, donne des ordres à son père, exigeant qu'il l'emmène au cinéma voir une comédie américaine. Le dictateur signe « J'obéis à la petite gouvernante, Joseph Staline ». Nadejda, la mère de Svetlana, vit au Kremlin où elle côtoie les dirigeants de la toute jeune Union soviétique. Elle n'entend pas se limiter au rôle d'épouse de Staline. Aussi entame-t-elle des études après la naissance de sa fille. Mon père a fait ses études avec elle. Elle descendait de voiture loin de l'université et continuait à pied. Beaucoup d'étudiants ne savaient pas qui elle était. Mon père m'a dit qu'elle avait longtemps été pour lui la petite Nadejda. Et comme en plus elle était jolie et très féminine, elle avait beaucoup de succès auprès des hommes. Nadejda Lilouyeva veut participer activement à la construction du socialisme. Un de ses camarades d'études, qu'elle présente à son mari, deviendra le successeur de Staline à la tête du Parti communiste. Il s'agit d'un certain Nikita Khrouchtchev. Quand mon père est devenu le secrétaire du parti, il est aussi devenu le supérieur de Nadejda. Elle lui demandait souvent conseil. Un jour où mon père a été invité chez Staline, il a découvert que dans le cadre familial, elle apparaissait sous un tout autre visage. À partir de 1927, Joseph Staline règne en maître absolu sur l'Union soviétique. Il met en œuvre la collectivisation forcée de l'agriculture et réprime brutalement la résistance paysanne. Cette politique violente engendrera une famine qui fera des millions de victimes. Au Kremlin, on ne parlait de ces événements qu'à mots couverts. Mais lorsque Nadejda a commencé à fréquenter l'université, elle a appris que des enfants mendiaient dans la rue et que des gens mouraient de faim. Quand elle est allée voir Staline pour lui demander des comptes, il est entré dans une colère noire. Ceux qui ont rencontré Nadejda Sergeyevna à l'époque, à la fin des années 1920, ont vu une femme en proie à une profonde dépression. Elle restait silencieuse en public, enveloppée dans un grand châle, et regardait Staline avec effroi. Apparemment, il la battait.
Le 8 novembre 1932, le gouvernement soviétique fête le 15e anniversaire de la Révolution. La mère de Svetlana se mêle à la foule. Elle avançait au milieu d'un groupe de travailleurs. Au moment où ils sont arrivés à la hauteur de Staline, elle s'est détachée du groupe. Et qui a-t-elle vu aux côtés de Staline? Leurs enfants. Le soir, la fête a continué au Kremlin. Staline avait beaucoup bu et il flirtait avec les femmes autour de lui. Il a porté un toast. Elle se tenait là, comme d'habitude, silencieuse. Ça l'a énervé au plus haut point. Et il s'est mis à lui lancer, certains disent des pelures d'orange, d'autres des boulettes de pain, en lui disant « Hé, bois un coup !» L'une des boulettes l'a atteinte à l'œil. Elle lui a répondu « Je ne m'appelle pas Hé !» Le ton a rapidement monté et ils se sont disputés. C'est la dernière fois que Nadejda est vue en vie. Le lendemain matin, sa femme de chambre est venue lui apporter son petit déjeuner. Il a trouvé, gisante au sol, une balle dans la tempe. Ensuite, il s'est passé des choses étranges. Certains témoins affirment que Staline n'est sorti que très tard de sa chambre. Les époux faisaient chambre à part. Il n'est sorti que vers 10 heures, ce qui est assez bizarre, car il avait dû entendre du bruit, les gens qui couraient. On avait appelé un médecin, il y avait beaucoup d'agitation. Or, il a attendu 10 heures pour sortir de sa chambre. Et plus tard, il a affirmé, sans vouloir en démordre, qu'il n'avait pas dormi chez lui. La dépouille de Nadejda est exposée au Kremlin. Selon la version officielle propagée par Staline, son épouse est morte d'une crise d'appendicite. Les médecins ont refusé de signer un certificat de décès selon lequel elle avait succombé à une crise d'appendicite. Par la suite, ces médecins ont été arrêtés et fusillés. Sur la tombe de Nadejda, Joseph Staline montre son vrai visage. Il a eu des mots terribles. Il s'est approché du cercueil, a fait mine de le repousser et s'est exclamé « Elle est morte en ennemi ». À la mort de sa mère, Svetlana n'a que 6 ans. On ne saura jamais ce qu'a réellement fait Staline la nuit du décès de son épouse. Avant la mort de sa femme, Staline menait une vie de famille sans histoire. Le décès de Nadejda l'a rendu encore plus dur et cruel. Svetlana et Vassili sont désormais orphelins de mère, tout comme Yakov, le fils né de l'union de Staline avec sa première épouse, morte du typhus. Désormais, Joseph Staline n'aura plus qu'un seul amour, le pouvoir. Staline recevait souvent. Les dîners duraient parfois jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. C'était connu. Il recevait beaucoup. Ça pouvait varier, mais généralement, c'était toujours le même petit cercle d'invités, presque chaque jour. Et tout ce petit monde le craignait. Stepan Mikoyan connaît les enfants de Staline depuis l'enfance, car ils ont grandi ensemble au Kremlin. Il fait carrière avec Vassili dans l'armée de l'air soviétique. Mon père faisait partie du gouvernement. Il a été membre du Politburo pendant des années, vice-président du Conseil des ministres. Il disait, quand on quitte Staline, on ne sait jamais si c'est pour rentrer chez soi ou pour aller en prison. La vie au Kremlin est marquée par la peur et l'insécurité. Une vague de répression politique massive commence au milieu des années 30. La Grande Terreur n'épargne pas les cercles les plus proches du pouvoir. Svetlana et Vassili en feront la triste expérience. Staline passe le plus clair de son temps dans sa datcha aux portes de Moscou. Pendant des semaines, il reste en contact avec sa fille uniquement par courrier.
Le ton de ses lettres est affectueux. Il écrit à Svetlana qu'elle semble l'avoir oublié et qu'il se languit de leurs jeux et des ordres qu'elle lui donnait. Il s'enquiert aussi de sa santé. « Tu fais de la peine à ton petit papa. Allez, je t'embrasse. J'attends de tes nouvelles, papa. » Staline était venu rendre visite à Gorky, mon grand-père. Et il avait amené Svetlana. Il voulait absolument qu'on fasse connaissance, qu'elle voie d'autres enfants. Chez eux, dans leur datcha, elle était pratiquement seule avec sa gouvernante, qui était une femme déjà âgée. Plus, bien sûr, les membres de la sécurité rapprochés. Elle n'avait pour ainsi dire personne à qui parler. La petite fille de l'écrivain Maxime Gorky et la fille de Staline deviennent bientôt les meilleures amies du monde. Marfa Peshkova est la dernière survivante de cette époque à avoir côtoyé Joseph Staline en privé dans son rôle de père attentionné. Quand elle était petite, oui, il l'adorait. Il l'aimait comme on aime un enfant. Il la serrait dans ses bras, il la chatouillait pour la faire rire. Il l'aimait vraiment beaucoup. Et il l'appelait son petit moineau. Pour la première fois, la petite princesse du Kremlin a une amie de son âge. Je la revois quand elle est arrivée. Elle portait un chapeau blanc. Elle s'est mise devant la glace et a retiré son chapeau, libérant une épaisse chevelure bouclée, une masse de cheveux blonds dorés, d'une couleur comme je n'en avais jamais vue. Ça m'a vraiment frappée. Svetlana et Marfa sont dans la même classe. Elles passent souvent la fin de semaine ensemble dans la datcha familiale de Staline. Marfa redoute les dîners avec le père de Svetlana. La première question qu'il m'a posée, ça a été « Il y a beaucoup de garçons qui te tournent autour ?» Ça m'a mis mal à l'aise. Je n'étais encore qu'une gamine. Svetlana lui a dit « Arrête, papa ». Il m'a de nouveau fixé avec un regard mauvais et m'a demandé « Comment va la vieille ?» en insistant sur « vieille ». Je n'ai pas compris de qui il parlait. Personne ne s'appelait la vieille chez nous. Svetlana m'a dit à l'oreille « Il parle de ta grand-mère ». Marfa entretient une amitié profonde avec Svetlana. Elle est à ses côtés lorsque cette dernière apprend la vérité au sujet de la mort de sa mère. Un jour, elle m'a montré un magazine en anglais et elle m'a dit « Tiens, regarde cette photo ». Elle représentait une femme allongée dans un cercueil. Elle m'a dit « C'est ma maman ». Svetlana connaissait déjà un peu l'anglais à l'époque et elle avait lu cet article dans lequel on disait que sa mère s'était suicidée alors qu'on lui avait raconté qu'elle était morte d'une crise d'appendicite. Svetlana ne demandera jamais d'explication à son père au sujet de ce mensonge. Vassili souffre lui aussi de la perte de sa mère, à laquelle s'ajoute le manque d'attention de son père. C'était un garçon très doué, pas bête, talentueux, énergique, mais trop gâté. S'il avait été entre de bonnes mains, comme on dit, il aurait pu faire de grandes choses. Il avait perdu sa mère très jeune et avait été élevé sous la tutelle d'un membre des services de sécurité, ce qui ne remplaçait pas, bien sûr, une vraie famille. Il avait très peur de son père. Svetlana m'a dit que quand Staline l'appelait, il était comme paralysé et se mettait à trembler tellement il le craignait. La propagande stalinienne véhicule l'image d'un père affectueux et dévoué tant à sa famille qu'au peuple russe. Pour asseoir sa puissance,
le dictateur s'attribue par ailleurs le mérite de transformer et d'agrandir Moscou. Dans les écoles, on enseigne aux élèves la supériorité du socialisme. Je ne voyais pas Staline comme un père de famille. Pour nous, c'était presque une figure divine. En cours de maths, on calculait par exemple le nombre de jours qui séparaient l'anniversaire de Lénine de celui de Staline. La fille du diplomate américain George Kennan fréquente une école russe à Moscou. Elle participe à la vie sociale en Union soviétique. Un soir, on est allé dans un restaurant avec dancing. Un officier de l'armée russe est venu vers moi pour me demander une danse. Alors, un des employés de notre ambassade lui a dit que j'étais la fille de l'ambassadeur américain. Il est devenu blanc comme un linge. Il avait l'air terrifié. La politique de terreur menée par Staline atteint son paroxysme au milieu des années 30, lorsque le dictateur lance les grandes purges. Ces opérations de répression font des millions de victimes, déportées ou assassinées. Nul n'est à l'abri de la cruauté de Staline, pas même les personnes de son entourage proche. Mon père m'a raconté que les purges étaient une période très dangereuse pour lui aussi. Un jour, Staline l'a fait venir au Kremlin. Il l'a regardé droit dans les yeux en disant « Tu n'es pas Khrouchtchev ». Très inquiet, mon père lui a répondu « Camarade Staline, tu peux poser la question à tous les gens de mon village. C'est moi, Khrouchtchev. » Staline a continué de le fixer pour voir sa réaction et lui a dit « Bon, alors Yezhov, le chef de la police secrète, devait être sourd. » Le dictateur voit en chaque citoyen un espion et un traître en puissance. Il s'en prend même à d'anciens camarades. Polina, l'épouse de son fidèle lieutenant Molotov, est déportée dans un camp du Goulag. C'était quelqu'un d'absolument sans pitié, implacable. Un jour, par exemple, on lui a apporté la liste des épouses d'hommes qui avaient été arrêtés et fusillés. Il a donné l'ordre de toutes les exécuter sans le moindre procès. De les fusiller toutes. À partir de 1941, l'Union soviétique entre en guerre contre l'Allemagne nazie. Le fils aîné de Staline, Yakov, a été fait prisonnier par les Allemands peu après le début de la guerre. Après la bataille de Stalingrad, les dirigeants nazis proposent d'échanger Yakov contre le maréchal von Paulus. Mais Staline refuse, décrétant qu'il n'échangerait pas un soldat contre un maréchal. Yakov aurait fini par se suicider dans le camp de concentration où il était prisonnier, en se jetant contre une clôture électrifiée. Il s'est retrouvé dans une situation très difficile. S'il était revenu, il aurait peut-être eu des problèmes avec son père, je ne sais pas. C'était une situation très compliquée. À Moscou, les arrestations se poursuivent sans relâche. Les tantes et les cousines de Svetlana sont appréhendées par la police secrète. Par ailleurs, Staline fait assassiner le frère de sa femme. Svetlana ne peut plus ignorer ces actes odieux. Elle a surpris une conversation téléphonique de son père, disant « On va camoufler ça en accident ». Le pire, disait-elle, c'est que rien n'arrêtait mon père, pas même le fait qu'il s'agisse de sa propre famille. Alexandre Bourdonsky, le fils de Vassili, est metteur en scène de théâtre. Aîné des petits-enfants de Staline et neveu de Svetlana, il naît en 1941. Sa sœur, Nadejda, vient au monde 2 ans après. Tous deux n'ont jamais connu leur grand-père dans un contexte familial. Nous avons eu une éducation sévère. Quand j'étais enfant, je n'avais absolument pas l'impression d'avoir un lien quelconque avec Staline. Vassili et Svetlana sont filmés ici lors d'un voyage en Crimée. En grandissant, ils ont de moins en moins de contact avec leur père. Mon père ne pouvait pas aller voir Staline comme ça. Il devait téléphoner et obtenir au préalable la permission de plusieurs intermédiaires pour l'appeler.
Il inspirait un sentiment de crainte chez nous, et je pense aussi chez Svetlana. Il faisait peur. Au sein de l'armée de l'air soviétique, Vassili parviendra jusqu'au grade de général. Ces images d'archives montrent l'une des rares apparitions publiques des enfants de Staline. Svetlana ne semble d'ailleurs pas très à l'aise devant la caméra. Svetlana l'appelait peu par son diminutif Vassia. Elle l'appelait plutôt Vassili. Il craignait qu'on prenne ça pour du laisser-aller et que ça parvienne aux oreilles de leur père. Ils avaient peur de ça. Vassili, connu depuis longtemps pour son penchant pour la boisson, doit sa carrière de pilote au pouvoir absolu de son père. Il était terrible, car il ne connaissait aucune limite. Dans ma jeunesse, quand je faisais une bêtise, ma mère me disait « Arrête, sinon tu vas devenir comme Vassili Staline ». Et je ne voulais surtout pas lui ressembler. Quant à Svetlana, elle voudrait suivre des études littéraires. Mais Joseph Staline la pousse à s'orienter vers l'histoire. Les choses ont changé quand elle a commencé à grandir. Et comment dirais-je, à s'intéresser au sexe masculin. Soit il était jaloux, soit tout simplement ses amis ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Svetlana rêve de mener une vie normale et d'avoir un cercle d'amis loin des intrigues du pouvoir. Elle s'éprend d'un cinéaste juif, de 20 ans son aîné, Alexei Kapler, son premier grand amour. Elle a rencontré cet homme qui lui semblait fascinant. Il faut bien voir que dans son entourage, elle n'avait personne à qui parler, personne avec qui avoir une conversation intéressante. Et elle voyait soudain surgir cet homme qui avait tant de choses à dire, sur tous les sujets. Svetlana est amoureuse. Elle va passer quelques jours dans la datcha de son père. Celui-ci réagit de façon abrupte à l'annonce de sa liaison. On lui avait bien entendu rapporter qu'ils s'étaient déjà vus plusieurs fois. Ils se voyaient en faisant ensemble de longues promenades. Rien de plus. Mais quand toute heureuse, elle lui a annoncé la nouvelle, il s'est écrié « Tu ne pouvais pas te trouver un Russe ». Joseph Staline fait arrêter Alexei Kapler et le condamne à 10 années de goulag. Svetlana ne se laisse pas intimider pour autant. Un an plus tard, elle tombe amoureuse d'un autre juif, Grigori Morozov. À mon sens, ce premier mariage était une réaction de défi, car Svetlana connaissait pertinemment le point de vue de son père à l'égard des Juifs. Mais très vite, le couple commence à battre de l'aile. Svetlana devient néanmoins maman à 19 ans. Quand elle a eu son premier fils, qu'elle a appelé Joseph comme son père, Staline n'est même pas venu. Il ne voulait pas voir son petit-fils. Comment pouvait-elle aimer un père pareil? Svetlana et Grigori finissent par divorcer, puis Grigori perd son emploi et son père est arrêté. À présent, Staline tente de trouver à sa fille un époux à sa convenance. Stepan Mikoyan figure sur la liste des candidats. C'est exact. Elle s'était séparée de son premier mari à l'instigation de Staline, parce qu'il était juif.
Staline, comme je l'ai appris plus tard, examinait les candidatures pour un successeur. J'étais déjà marié, mais apparemment, il l'ignorait. Nouer des relations familiales avec Staline, ça aurait été catastrophique. Svetlana épouse en secondes noces Yuri Jdanov, le fils d'un haut dignitaire du Politburo. Ce mariage est à nouveau un échec. De cette union est née une fille, Yekaterina. Svetlana vit avec elle et Joseph, son fils aîné, dans un logement que Staline a mis à leur disposition. Les deux enfants connaissent à peine leur grand-père. Le 5 mars 1953, Joseph Staline succombe à une attaque cérébrale. Svetlana est le seul membre de la famille appelé auprès du lit de mort de son père. Des funérailles nationales sont organisées et à travers tout le pays, le peuple russe pleure le petit père des peuples. À cette époque, le petit-fils aîné de Staline fréquente une école de cadets. On m'a amené en avion. J'avais peur. Peur de cette foule qui défilait, qu'il fallait traverser et qui s'engouffrait dans la salle des colonnes. Tout le monde pleurait. C'était comme s'ils incarnaient à eux tous un immense sanglot. Les Russes se pressent autour du cercueil de Staline. Il y avait une entrée spéciale. Les gens faisaient la queue pendant des heures, mais nous avions une entrée à part. Nous y sommes allés tous les jours. Il y avait là Svetlana, ainsi que ma femme. J'y suis allé tous les jours, moi aussi, mais juste pour quelques heures, pendant 3 jours, je crois. Le dimanche suivant, quand je suis allé déjeuner chez mon père, je lui ai dit que j'y étais allé tous les jours. Et il m'a répondu, « Eh bien, tu as eu tort. » C'est là que j'ai commencé à m'interroger sur Staline. Malgré les relations tendues qu'elle avait avec son père, Svetlana est vivement affectée par sa mort. Elle a dit « Je sais que je n'ai pas toujours été une bonne fille et que mon père n'a pas toujours été un bon père. Mais il m'a aimée tout comme je l'ai aimée. Maintenant qu'il est mort, tout le reste est occulté. » La dépouille de Joseph Staline est conduite à sa dernière demeure. En 1953, la guerre froide divise le monde et Svetlana rêve d'une vie de l'autre côté du rideau de fer. Nous étions sur le balcon, en train de discuter, quand nous avons vu approcher un groupe de gens. Quand ils sont passés près de nous, nous avons entendu qu'ils parlaient anglais. Svetlana m'a dit alors, « C'est là-bas que j'aimerais vivre. » Peu après la mort de Staline, Svetlana prend le nom de jeune fille de sa mère. Elle s'appelle désormais Svetlana Alilouyeva. Quand est sorti le rapport de Khrouchtchev contre Staline, après le 20e congrès, mon père me l'a mis dans les mains, exprès je crois, pour que je le donne à Svetlana. Nikita Khrouchtchev, ami de longue date de la mère de Svetlana et futur successeur de Staline, rompt avec l'héritage du sanglant dictateur. Nous considérions Staline comme un dieu et pensions qu'il essayait d'agir au mieux pour son peuple. Je lui ai donné le rapport. Elle l'a lu chez nous dans notre appartement, et quand elle a eu fini, elle nous a dit « Vous savez, le pire, c'est que c'est la vérité. » Après le décès de Staline, son fils Vassili est dégradé, puis condamné à 8 ans de prison. En 1962, l'alcoolisme finit par avoir raison de lui. Il meurt à 41 ans à peine et est inhumé à côté de la tombe de sa mère. À la fin des années 50 et au début des années 60,
Svetlana mène une vie retirée à Moscou avec ses enfants. Elle travaille en secret à la rédaction de ses mémoires. L'Union soviétique est devenue pour elle une prison. Lors d'un séjour à l'hôpital en 1963, Svetlana fait la connaissance de Brajesh Singh, un Indien communiste dont elle tombe amoureuse. Svetlana s'est vraiment battue pour Singh. Le bruit courait qu'elle voulait à nouveau se marier. Mais pour épouser un étranger, il lui fallait une autorisation. Svetlana fait alors appel au président du Conseil des ministres, Alexis Kosygin. Mais Brajesh Singh souffre d'une affection pulmonaire grave. C'était la première fois qu'elle retournait au Kremlin depuis la mort de Staline, pour son rendez-vous avec Kosygin. Elle occupait le bureau où travaillait autrefois son père. Kosygin lui a signifié qu'elle ferait mieux d'épouser un Russe bien portant plutôt qu'un Indien malade. L'autorisation de mariage n'est pas accordée. Le 31 octobre 1966, Brajesh Singh s'éteint dans les bras de Svetlana. Elle veut rapporter elle-même ses cendres en Inde. Depuis 1964, Léonid Brejnev est à la tête de l'Union soviétique. Grâce à ses relations, Svetlana parvient en janvier 1967 à convaincre Brejnev de l'autoriser à se rendre à l'étranger. Tous les hauts fonctionnaires ont dû valider la décision de la laisser aller en Inde 1 ou 2 semaines. À l'époque, Svetlana a 40 ans. Pour la première fois de sa vie, elle a le droit de quitter l'Union soviétique. Peu avant son départ, un jour où nous avions pas mal d'invités à la maison, les gens ont commencé à parler de quelqu'un qui était parti à l'étranger. Et là, j'ai entendu Svetlana dire « Franchement, quel mal y a-t-il à partir ?» Quitter sa patrie, a dit quelqu'un. Ce à quoi elle a répondu « La patrie, c'est un sentiment qu'on emporte avec soi. » La fille de Staline s'envole pour l'Inde, laissant ses enfants désormais presque adultes sur le territoire soviétique. En pleine guerre froide, en 1967, l'intervention américaine au Vietnam s'intensifie pour lutter contre la guérilla communiste. Pendant ce temps, l'Union soviétique fourbit ses armes. En Inde, Svetlana revit. Elle aimerait rester auprès de la famille Singh, mais le gouvernement indien ne l'y autorise pas. 2 mois plus tard, le KGB veut contraindre Svetlana à retourner en URSS. C'est à ce moment qu'elle prend la décision qui bouleversera sa vie à jamais. Elle disait qu'elle voulait passer à l'Ouest et qu'elle était la fille de Staline. Mais on ne savait pas si c'était vrai. Le département d'État a alors décidé de dépêcher un de ses agents. Et c'est mon père qui a été choisi. Cette nuit-là, Svetlana quitte l'Inde à destination de la Suisse, accompagnée d'un agent de la CIA. En territoire neutre, elle va rencontrer le diplomate américain George Kennan. Il était assez impressionné. Il a confirmé en tout cas qu'il s'agissait bien de la fille de Staline. Le gouvernement soviétique est informé de la situation par un télégramme crypté. Les enfants de Svetlana apprennent également la fuite de leur mère. Elle avait une réservation sur un vol et son fils voulait aller la chercher. À l'aéroport, il a appris par la radio que sa mère ne reviendrait pas en Union soviétique. Joseph a maintenant 21 ans et sa sœur Yekaterina, 17. Elle ne pardonnera jamais à sa mère d'être passée à l'Ouest. Je savais depuis longtemps qu'elle voulait quitter ce pays qu'elle détestait. Et j'ai dit à tous ceux qui poussaient les hauts cris, « Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Vous n'avez pas la moindre idée des souffrances qu'elle a endurées et de la difficulté qu'il y avait pour elle à porter le nom de Staline. »
Le Kremlin lance sa machine de propagande. D'après le discours officiel, la fille de Staline est devenue folle ou a été enlevée par la CIA. L'une des possibilités, c'était de la tuer. J'ignore s'il y a eu un ordre en ce sens. En tout cas, ils ne pouvaient pas la supprimer sans l'accord de Brejnev. Le 12 avril 1967, Svetlana arrive à New York. J'étais à l'aéroport avec ma sœur Joan. On était tout en haut et on voyait des tireurs d'élite sur le toit. On n'avait encore jamais vu ça. Son passage à l'ouest a vraiment fait sensation. A woman once known as the Little Princess of the Kremlin arrives in America from Switzerland. Svetlana, the 42-year-old daughter of Soviet dictator Joseph Stalin, sought asylum here, where one can feel free. Avant même d'arriver sur le sol américain, Svetlana a déjà vendu ses mémoires pour la somme record de 3 millions de dollars. La fille du Tsar rouge est ainsi devenue une habile propagandiste du capitalisme occidental. En passant à l'ouest, il était évident qu'elle allait être instrumentalisée par la CIA et jouer un rôle sur l'échiquier politique. Svetlana est d'abord cachée dans une ferme appartenant à George Kennan. Grace, la fille du diplomate, s'occupe de la dissidente. C'était comme si nous hébergions Trotsky. À tout moment, elle pouvait être kidnappée ou assassinée. Le département d'État a proposé de garantir sa sécurité, mais elle a refusé. Je me souviens qu'elle m'a dit cela en dansant. Elle était très exubérante. Elle tourbillonnait en disant « Je suis libre, libre ». Moi, je me disais « Oui, tu es libre et moi, je suis inquiète ». Je me faisais vraiment du souci. Dans un palace new-yorkais, Svetlana participe à une conférence de presse où sont conviés des journalistes du monde entier. Elle évoque son avenir aux États-Unis. Well, I think that before the marriage, it should be love. So, if I will love this country and this country will love me, then the marriage will be settled, but I cannot say now. Sa maîtrise de l'anglais surprend le public. Devenue riche grâce aux droits d'auteur de son livre, la fille de Staline est désormais la vedette des médias. Elle fait part du bonheur que lui procure sa liberté. I'm dreaming about the time when two great countries, Russia and the United States, could become really friendly and people could have free contacts and travel here and there. Svetlana reçoit de multiples invitations à travers le pays, notamment à Taliesin, la résidence principale de l'architecte Frank Lloyd Wright, qui abrite une communauté d'artistes. Dans cette région vallonnée du Wisconsin qui lui rappelle la Géorgie, la patrie de son père, elle va trouver un nouvel amour. Quelques semaines seulement après son arrivée aux États-Unis, Svetlana épouse en troisième noces Wesley Peters, le plus proche collaborateur de Frank Lloyd Wright. À 44 ans, elle donne naissance à leur fille, Olga. Son bonheur serait parfait s'il n'était troublé par les journalistes qui évoquent avec insistance la mémoire de Joseph Staline. It's ironic that the granddaughter of Joseph Stalin is born in capitalistic United States. Well, I don't know. First of all, I don't see any irony about myself living in this country. I feel very much at home here. Ce troisième mariage sera lui aussi de courte durée. Contrairement à Wesley Peters, Svetlana se sent bridée par les règles strictes qui régissent la vie de la communauté d'artistes de Taliesin. Aussi, elle achète un ranch au fils de son mari pour s'installer à proximité. Mais cette prise de distance ne suffit pas à sauver leur mariage. Elle a presque toujours pris de mauvaises décisions.
Beaucoup de gens lui ont dit de ne pas gaspiller son argent, de ne pas acheter ce ranch qui appartenait au fils de son mari. Mais elle n'écoutait jamais les conseils et n'en faisait qu'à sa tête. Son côté princesse, peut-être. Svetlana part s'installer à Princeton, dans le New Jersey, où elle vivait déjà avant d'épouser Wesley Peters. Elle rêve d'enseigner la littérature à l'université, mais ne pourra pas réaliser ce projet. Elle publie alors un nouveau livre relatant sa première année aux États-Unis. C'est un succès qui lui assure des revenus confortables. Svetlana vivait seule avec sa fille Olga, l'enfant américaine, qui ne devait parler aucun mot de russe. Il fallait qu'elle soit aussi américaine que possible. Avant de fuir l'Union soviétique, Svetlana s'est fait baptiser à Moscou. À Princeton, elle noue des amitiés au sein de la communauté anglicane. Mais ses apparitions publiques se font de plus en plus rares. Elle a l'impression d'être épiée, voire traquée. Elle avait très peur des gens. Quand elle venait chez nous, elle nous priait de ne pas inviter d'autres personnes. Elle a même refusé 2 fois l'invitation du président des États-Unis. Elle pensait qu'elle était instrumentalisée par la CIA. La fille de Staline ne trouvera jamais la paix. En 1981, au cours d'une des rares interviews qu'elle accorde à la télévision, elle confie à un journaliste britannique combien ses enfants lui manquent. Depuis qu'elle a quitté l'Union soviétique, elle n'a eu aucun contact avec eux. I was prepared not to see them for a long time. I was not prepared to the idea that they will not be permitted even to write to me. Their well-being depends on the fact that they are cut off from me. Apatride et sans famille, Svetlana cherche à reconstituer un foyer avec sa fille Olga. Un jour au cinéma, tandis qu'elle regarde un film russe avec une amie, l'émotion l'envahit. Nous étions allés voir ensemble quelques jours de la vie d'Oblomov. Une demi-heure après que tout le monde a quitté la salle, elle pleurait encore à chaudes larmes. Elle disait que c'était son enfance, le pays des souvenirs. Tout lui revenait soudain, l'amour de sa mère, la mère patrie, la Russie. En 1984, Svetlana fait à nouveau la une des journaux. Elle quitte les États-Unis avec sa fille Olga et retourne à Moscou. Son fils l'a-t-il prié de revenir, incité par le KGB et le gouvernement? C'est ce que pensera Svetlana par la suite. Elle craint d'être devenue un instrument de propagande soviétique. Je me souviens très bien qu'à l'époque, elle a dit « Je suis revenue à Moscou parce que je ressentais beaucoup de nostalgie. Aujourd'hui, je suis à Moscou, je marche dans les rues et j'ai l'impression de voir partout des croix, comme dans un cimetière. » Elle était condamnée à l'errance, condamnée à la souffrance. Tout cela était en elle. On n'échappe pas à son monde intérieur. Même les dirigeants soviétiques prennent peu à peu leur distance avec elle. Après une année à Moscou, elle est autorisée à regagner librement l'Occident. Je me souviens de la dernière fois où je l'ai vue. Je traversais en voiture le pont près du Kremlin sur la file de droite et je l'ai aperçue qui marchait sur le trottoir. Elle m'a reconnu et elle m'a fait un signe de la main en souriant. Je ne l'ai plus jamais revue après ça. Fébrile, elle poursuit son errance, vivant quelque temps en Angleterre, puis retournant aux États-Unis. Elle déménagera en tout une 40aine de fois. Au fil du temps, ses maisons rétrécissent à mesure que ses économies diminuent. Au crépuscule de sa vie, elle fait la connaissance de l'historienne Martha Schad. Nous avions convenu que je viendrais la voir à la maison de retraite. Quand je suis arrivée, elle m'attendait devant le bâtiment. À l'époque, Svetlana séjourne dans un foyer pour démunis dans le Wisconsin. Martha Schad rencontre Svetlana pour rédiger sa biographie.
Elle me disait toujours « Parlez de moi dans votre livre, pas de mon père ». Mais comment écrire la biographie de la fille de Staline sans évoquer son père? Land of her father. Yeah. All righty. I stop it. I stop it right away. I'm sorry. I don't want to be. Okay, I stop it. I don't want quotations from all righty. Russian papers. All righty. Okay. Alors j'ai éteint la caméra et elle s'est calmée. Puis elle s'est remise à parler et devinez par quel mot elle a commencé. Mon père. Svetlana Alilouyeva, la petite princesse du Kremlin, meurt dans le plus grand dénuement en novembre 2011. Elle m'a raconté que lorsqu'elle vivait dans cet hospice où elle partageait les toilettes et la cuisine, elle était heureuse. Elle disait « J'ai commencé tout en haut et je finis tout en bas. Ce sont les vicissitudes de la vie. » Si elle a été aimée par son père, Svetlana n'a jamais pu se défaire de son ombre si lourde à porter. Joseph, le fils de Svetlana, est décédé 3 ans avant elle. Yekaterina n'a plus jamais parlé à sa mère. Sa fille cadette, Olga, vit incognito aux États-Unis.